Deuxième volet de la mini-série Débuter la photographie. Aujourd'hui, nous allons voir les éléments de base technique indispensables à savoir et à maîtriser pour développer sa technique photo. C'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie pour le deuxième épisode de la mini-série Débuter la photographie. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, aujourd'hui nous allons survoler les éléments techniques essentiels de base. Essentiels parce qu'ils sont vraiment indispensables qu'ils soient connus et maîtrisés pour pouvoir savoir et maîtriser ce que l'on fait, comprendre ce que l'on fait, comment on paramètre son appareil photo et comment on peut le régler pour faire la meilleure photo possible, en tous les cas par rapport à ce que l'on veut faire. Comme d'habitude pour cette mini-série, il y aura une playlist d'épisodes YouTube de ma chaîne ou d'autres chaînes qui ont proposé des tutoriels, des vidéos qui sont vraiment sur le thème que j'aborde aujourd'hui et donc qui viendront renforcer plus en détail un certain nombre de points que je survolerai dans cet épisode. Donc je vous engage, après avoir finalisé la vue de cette vidéo-là, vous référez à cette playlist pour avoir plus d'informations. L'exposition, c'est la quantité de lumière qui passe à travers l'objectif pour arriver jusqu'au capteur et imprimer la photo. Cette exposition se mesure en indice de lumination IL, mais on parle aussi, et souvent, notamment moi, de stop. Entre deux stops, il y aura un facteur 2 de quantité de lumière. Donc, c'est-à-dire entre 0 et 1 stop, on aura multiplié par 2 la quantité de lumière. Entre 0 et moins 1 stop, on aura divisé par 2 la quantité de lumière. Sur cette même règle, entre 0 et 2 stops, on aura multiplié par 2, puis encore par 2, donc on aura multiplié par 4 la quantité de lumière, etc. Cette mesure est une mesure de lumière relative, c'est-à-dire par rapport à l'exposition nominale. Donc il faut considérer que si votre photo est bien exposée, vous êtes à 0 stop. Après, elle sera surexposée si vous êtes à plus 1 stop, plus 2 stops, plus 3 stops. Elle sera sous-exposée si vous êtes à moins 1 stop, moins 2 stops, moins 3 stops, etc. Donc le quantité 0, c'est la photo bien exposée. Donc comment connaître la bonne exposition d'une photo, me direz-vous? Eh bien il faut s'appuyer sur son appareil photo et ce qu'il héberge, c'est-à-dire un pose-mètre. C'est, je pense, vous l'avez déjà vu, cette petite tirette que l'on a soit en live view, soit dans le viseur, qui est graduée généralement de -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, donc ces valeurs-là, ce sont des stops ou des IL. Et vous avez un petit curseur qui se balade et qui vous indique la valeur de l'exposition de la photo. Quand le curseur est sur 0, ça veut dire que votre photo est bien exposée. Et bien évidemment, quand je l'ai dit tout à l'heure, si le curseur il est plutôt côté négatif, ça veut dire que votre photo n'est pas assez exposée, on dit qu'elle est sous-exposée. Si votre curseur est plutôt sur les valeurs positives, il y a trop de lumière pour exposer votre photo et on dit que dans ce cas-là, que votre photo est surexposée. Donc qu'est-ce qu'une photo bien exposée? C'est une photo qui a une valeur à 0, une valeur qui est centrale, qui est la valeur nominale de base pour qu'il n'y ait pas de blanc qui soit surexposé et donc globalement ce qu'on appelle des blancs cramés, c'est-à-dire que notre lumière ne sont pas cramées. C'est une photo qu'il n'y a pas de noir pur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de noirs qui sont bouchés, comme on dit. Et donc notre photo se balade entre le noir pur et le blanc pur, et il n'y a aucun élément qui est soit blanc, soit noir complètement, ou en tous les cas, très peu. Autre élément qui vous permet de vérifier si votre photo va être bien exposée, c'est l'histogramme. Donc l'histogramme, je ne vais pas rentrer en détail, je vous renverrai vers des vidéos de la playlist qui vous expliqueront plus en détail ce que c'est. Mais globalement, c'est une cartographie de notre photo en niveau de gris. 0, c'est le niveau de noir, 255, c'est le niveau de blanc pur, et donc vous avez votre photo qui est étalée sur une échelle de 256 niveaux de gris, et pour chaque quantité de lumière, ça vous fait une courbe en fait. Et on sait très bien que c'est toujours plus facile à lire une courbe, et vous avez visuellement devant vous la cartographie de votre photo. Voilà, donc ça vous permet de voir s'il y a des blancs cramés, parce que quelque part vous allez saturer vers des valeurs qui seront au-delà de 155, et donc ça sera saturé. Soit ça vous permettra de voir que votre photo est bouchée avec des valeurs qui saturent dans la partie noire. Une photo bien exposée, généralement, elle est relativement étalée sur le spectre, ou en tous les cas, il n'y a rien de cramé ou de bouché.
Alors quels sont les paramètres qui évoluent sur l'exposition de ma photo? Eh bien ils sont au nombre de 3. Ces paramètres, je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est le diaphragme, l'ouverture que l'on appelle, la vitesse d'obturation aussi appelée temps d'exposition, et enfin la sensibilité de capteur, aussi appelée les ISO. Nous allons voir un peu plus tard que ces 3 éléments sont intimement combinés et sont vraiment liés. Si on en bouge un, il faut éventuellement bouger les autres pour maintenir une exposition constante. Ils sont très liés. Et le fait de maîtriser, de comprendre comment ils interagissent l'un avec l'autre et quel est le rôle de chacun dans l'exposition de notre photo est quelque chose de super important et de primordial à comprendre, à maîtriser. Et vraiment presque avant de partir presque aller faire de la photo, il faut vraiment comprendre ces aspects-là. Et ces 3 éléments, c'est ce que l'on appelle, et vous avez sûrement dû en entendre parler, le triangle d'exposition. Pourquoi triangle? Parce qu'il y a 3 éléments et qui sont dépendants les uns des autres. Alors nous allons commencer par voir ce qu'est le diaphragme. C'est un élément essentiel de votre objectif. C'est quelque part quelque chose qui permet de maîtriser la quantité de lumière qui va traverser votre objectif. Donc le diaphragme, c'est jamais qu'un iris qui s'ouvre et qui se ferme. Et quand il est plein ouvert, il y a beaucoup de lumière qui passe, et plus on le ferme, et moins il y a de lumière qui passe. Sans rentrer dans le détail, le diaphragme en fait est calculé et dépend du diamètre de l'objectif et sur sa focale. Donc pareil, je vous renverrai sur des épisodes qui vous expliqueront peut-être mieux, plus en détail si ça vous intéresse, comment est calculé ce rapport. L'ouverture est mesurée avec un nombre qui est souvent noté f1.8, f4, f8, et je pense que si vous vous intéressez déjà à la photo, vous avez déjà dû le voir passer. Généralement, ces objectifs permettent aussi de caractériser les objectifs, et ce qui est souvent indiqué, c'est l'ouverture maximale que peut avoir l'objectif. Donc par exemple, sur un objectif à focale fixe, par exemple un 50 mm, souvent ils ont une ouverture maximale de 1,8, c'est-à-dire que quand votre diaphragme est complètement ouvert, vous avez un rapport d'ouverture qui est de 1,8. Quand un objectif a une ouverture qui est assez grande, style 1,8, voire moins, on dit que l'objectif est lumineux. On reviendra sûrement dans les caractéristiques des objectifs, notamment celle de l'ouverture, mais bien d'autres, dans un épisode un peu plus tard dans la série. En attendant, ce qu'il faut retenir, c'est que les valeurs d'ouverture sont standardisées quelque part, et ces valeurs, on les retrouve 1, 1,4, 2, 2,8, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22, etc. Bon, si on va un peu plus loin. Ces valeurs, il faut les connaître parce que la différence entre chacune de ces valeurs-là, c'est un facteur 2 de quantité de lumière. Entre 2,8 et 4, j'ai fermé mon iris et j'ai divisé par 2 la quantité de lumière qui est passée à travers mon objectif. Entre f8 et 5,6, j'ai multiplié par 2 la quantité de lumière qui passe dans mon objectif. Chaque pas correspond à ce que l'on a appelé tout à l'heure un stop. Donc entre f2,8 et f4, il y a un stop. Entre f4 et 5,6, il y a encore un stop. Et à chaque fois, on multiplie par 2 la lumière. Entre 5,6 et f8, il y a encore un stop, et vous l'avez compris. Donc je pense que l'échelle de ces valeurs-là, il faut bien les maîtriser parce que c'est important au final de bien les connaître. Voyons maintenant le deuxième élément que l'on a cité, c'est la vitesse d'obturation. Donc contrairement tout à l'heure au diaphragme, à l'ouverture qui dépendait de l'objectif, la vitesse d'obturation, c'est une propriété de votre appareil photo. Donc cette vitesse d'obturation, aussi appelée temps d'exposition, c'est le temps pendant lequel votre capteur sera exposé à la quantité de lumière qui va arriver à travers votre objectif, qui va venir imprimer la photo sur ce capteur. Donc plus ce temps sera grand et plus il y aura de lumière qui viendra s'imprimer sur votre capteur. Si ce temps est trop long, il y aura trop de lumière qui vient s'imprimer sur le capteur et la photo sera surexposée. Si ce temps est trop court, il n'y aura pas assez de lumière et votre photo sera sous-exposée. Je pense que maintenant vous avez compris un peu la logique. Les valeurs du temps d'obturation, c'est un temps, donc ça se mesure en secondes et je pense que vous avez déjà entendu parler de ces temps. On peut avoir un temps d'obturation assez relativement long qui se mesure en secondes. 1 seconde, et après, à chaque fois qu'on divisera par 2 ce temps-là, on va diviser par 2
la lumière qui va arriver sur notre capteur. Donc la lumière qui arrive à 1 seconde, si on prend 0,5 secondes, il y aura 2 fois moins de lumière qui arrive sur notre capteur. Si on prend 0,25 secondes, il y en aura encore 2 fois moins, etc. Ces valeurs-là vont de 1 jusqu'à des dixièmes de seconde, voire des centièmes de seconde, voire des milliers de secondes. La plupart des appareils vont jusqu'à 1/4 millième de seconde. Certains vont même jusqu'à 1/8 millième de seconde. Donc ce qu'il faut retenir encore, c'est le fait que chaque fois que vous divisez ou que vous multipliez par 2 le temps d'exposition, vous divisez ou vous multipliez par 2 la lumière, donc vous rajoutez un stop. Troisième élément que l'on va citer, c'est la sensibilité du capteur. Donc cette sensibilité se mesure en ISO, je pense aussi que vous en avez déjà entendu parler. Alors dans cette mini-série, on adresse essentiellement la photographie numérique, mais la notion d'ISO et de sensibilité du capteur, elle peut se porter en argentique aussi avec la sensibilité de la pellicule, ça fonctionne exactement pareil. Plus la valeur des ISO va être élevée et plus votre capteur sera sensible à la lumière. Inversement, plus elle sera faible et moins il sera sensible à la lumière. On s'accorde généralement pour dire que à 100 ISO, c'est la valeur nominale de sensibilité de votre capteur. C'est pas toujours une vraie vérité pour tous les capteurs, pour tous les appareils, mais de façon générale, c'est vrai. Donc les valeurs des ISO commencent généralement à 50 ISO et encore sur tous les appareils, souvent des appareils photo professionnels. Et après, on trouve un certain nombre de valeurs, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, et vous avez compris, des multiples de 2. Et à chaque fois qu'on multiplie par 2 la valeur des ISO, devinez, on multiplie par 2 la sensibilité du capteur, donc l'équivalent quantité de lumière qui va venir imprimer notre capteur. Ce qu'il faut savoir aussi à ce stade-là, c'est que plus la valeur des ISO augmente, et plus ça va globalement générer du bruit au niveau de notre photo. Pourquoi ? Parce que l'augmentation de la sensibilité du capteur, c'est quelque chose, on augmente le signal, c'est quelque chose qui est électronique, qui n'est pas naturel. Et donc on va avoir tendance à dégrader la photo au fur et à mesure qu'on va monter dans les ISO. C'est pour ça que dans la mesure du possible, si on peut rester à la valeur de référence de base, notamment la plupart du temps 100 ISO, c'est d'autant mieux pour la qualité de notre photo. Maintenant, ce qu'il faut intégrer, c'est que les appareils photo modernes ont une montée en ISO qui est relativement bonne. Et donc, on peut se permettre d'avoir des montées en 800, 1600, 3200, 6000, voire plus sur certains appareils, sans quasiment que la dégradation de notre photo se voit. Après, voilà, il faut avoir un appareil photo performant et récent. Et encore, tous les appareils photo ne se comportent pas pareil. Donc, plus on restera proche des valeurs minimales, et mieux ce sera pour votre photo. Temps pour l'ouverture, le temps d'exposition, que les ISO, à chaque fois qu'on gère des paliers, on multiplie ou on divise par 2 la quantité de lumière qui va venir s'imprimer sur notre capteur. Et chacun de ces éléments sont dépendants et forment un tout qui s'appelle, ce que l'on a vu tout à l'heure, le triangle d'exposition. Donc j'y reviens, et parce que je l'ai déjà dit tout à l'heure, comprendre comment fonctionnent ces 3 éléments, comment on les mesure, comment on les règle, on verra ça peut-être dans le prochain épisode, mais surtout quelles interactions et quels effets ils vont avoir sur notre photo, c'est quelque chose de très important. Donc je vous engage à regarder vraiment les vidéos qui sont dans la playlist, qui vous expliquent plus en détail chacun des petits points. Et franchement, il faut comprendre comment chaque élément fonctionne, comment ces éléments du triangle d'exposition interagissent entre eux, parce que comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, sinon vous n'allez pas maîtriser les réglages de votre appareil et vous allez galérer. Donc c'est pas toujours facile au début, mais quand on a compris, ça coule de source et c'est très naturel, il n'y a rien de très compliqué, il faut juste avoir le petit clic qui fait qu'on comprend le concept. Sur quelques exemples maintenant, ce que l'on va se dire, c'est que si vous avez un triptyque ouverture, exposition, enfin temps d'exposition ISO, qui est défini et qui vous donne la bonne exposition de votre photo. Admettons qu'à f8, 1/500 de seconde et 100 ISO, vous avez la bonne exposition. Dès que vous allez vouloir bouger un de ces paramètres-là, il faudra compenser en bougeant l'autre. Par exemple, je vous disais, je suis à F8 en ouverture. Si je décide d'ouvrir un peu plus mon diaphragme, et de F8, j'ouvre d'un stop, donc je passe à F5-6. Retenez l'échelle que je vous donnais tout à l'heure. Donc j'ai fait quoi ? J'ai ouvert mon diaphragme d'un stop, donc j'ai multiplié par 2 la quantité de lumière qui va arriver sur mon capteur.
Mais vu que j'avais déjà la bonne exposition avant, donc là je vais être pour le coup surexposé. Donc du coup, il faut que je diminue l'impact sur la quantité de lumière de 2 en modifiant un des deux autres paramètres. Je vous ai dit que j'étais à 100 ISO, je ne vais pas descendre mes ISO, mais par exemple, je peux diminuer ma vitesse d'exposition par 2, 1/500e, 1 millième de seconde, donc je divise par 2 mon temps d'exposition, et donc de fait, j'ai divisé par 2 la quantité de lumière. Donc vous voyez, j'ai multiplié par 2 ma quantité de lumière en passant de l'ouverture f8 à 5,6, et je compense pour rééquilibrer ma quantité de lumière en divisant par 2 le temps d'exposition de 1/500e de seconde à 1 millième de seconde. Voilà. Et comme ça, on pourrait faire tous les exemples qui vont bien. Pensez au vase communicant, sauf que là, il n'y en a pas 2, il y en a 3. Voilà, chaque fois que vous allez multiplier d'un côté, vous allez devoir diviser par l'autre et autres. D'ailleurs, souvent, ce qui se passe dans la vraie vie, et on y reviendra au prochain épisode, quand on va regarder comment on règle et on utilise son appareil photo, notamment pour paramétrer ses valeurs. Souvent, de par le contexte de la photo qu'on a à faire, on va choisir un des éléments. Par exemple, je vais décider de faire un portrait. Qui dit portrait, souvent, on essaye d'avoir une grande ouverture. Et je vais dire, par exemple, je fais mon portrait et je choisis une ouverture à 2,8. Et après, il faudra que je choisisse mes autres paramètres, mais j'essaierai de me dire, je me fixe mon 2,8. Donc si vous comprenez, si par exemple on se fixe son 2,8, qu'on respecte la règle que je vous disais tout à l'heure, où en ISO, il faut être le plus bas possible, on va dire 100, bah, le seul paramètre qui me reste à régler de mon triangle, ça va être ma vitesse d'exposition. Donc il faudra que je trouve la bonne vitesse d'exposition pour avoir la bonne exposition de ma photo. Et pareil, si à l'inverse, je fais de la photo sportive où j'ai un sujet qui bouge beaucoup, je vais peut-être régler ma vitesse et je sais que pour, je sais pas, une voiture qui passe, il faut que je fasse une photo à 1 millième de seconde pour figer mon mouvement. Toujours pareil, admettons, pour l'instant, je mets de côté les ISO, on considère qu'on shoot à 100 ISO. Bah, du coup, il va falloir que je règle mon paramètre d'ouverture pour avoir la bonne exposition de la photo avec les deux autres paramètres de figé. Et comme ça, pareil, si je fais une photo dans le noir, ou en tous les cas avec une faible lumière, ben, je vais dire que là, ben, il faut que je shoote avec des ISO élevés, parce qu'il y a peu de lumière, donc je vais monter par exemple à 800 ISO. Et à partir de là, ben, je vais régler un ou deux des autres paramètres pour faire en sorte que mon exposition soit correcte. Voilà, c'est vraiment ce triangle et ces liens entre tous les paramètres qu'il faut arriver à maîtriser et à régler. Autre élément qui vient en plus du triangle d'exposition et que je pense qu'il est nécessaire à ce stade-là de connaître et de comprendre et maîtriser. C'est ce que l'on appelle la profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est la différence entre le premier plan net sur votre photo et le dernier plan net sur votre photo. On s'accorde à dire que généralement, le premier plan net, il est à 1/3 devant votre sujet. Et donc derrière, vous avez le dernier plan net, il est 2/3 derrière votre sujet. Donc en gros, si j'ai une profondeur de champ de 3 mètres, j'aurai 1 mètre devant, 2 mètres derrière mon sujet. Si le sujet, c'est moi, voilà, 1 mètre devant, 2 mètres derrière. La profondeur de champ dépend d'un certain nombre de paramètres. D'abord, la distance entre l'appareil photo, le capteur et le sujet. Deuxième paramètre, c'est l'ouverture du diaphragme de votre objectif. L'autre paramètre, c'est la focale de votre objectif. Pour une ouverture donnée, plus la focale sera longue et plus la profondeur de champ sera courte. Et de façon générale, plus l'ouverture sera grande et plus la profondeur de champ sera grande et plus l'ouverture sera fermée et plus la profondeur de champ sera grande. C'est comme ça par exemple que quand on veut faire un portrait, on veut faire en sorte que derrière votre sujet, l'arrière-plan soit flou et qu'il y ait un beau bokeh et que votre sujet, votre modèle se dégage du fond. Dans ce cas-là, pour avoir une profondeur de champ courte, souvent, on va prendre une ouverture qui va être grande, donc un chiffre petit. F1, F1.4, F1.8, voire plus, voilà, 2.8, ça dépend après de ce que l'on veut faire. A l'inverse, si vous voulez faire un paysage, vous voulez que ce soit net sur une grande profondeur de champ, donc vous allez prendre déjà un objectif qui soit, comme on dit, grand angle, donc une focale courte, de façon à avoir le plus grand angle de vision possible, et vous allez prendre une ouverture moyenne, généralement au-delà de f8, f11, f16 ou autre. Voilà, on a fait le tour à la fois du triangle d'exposition et la notion de profondeur de champ. On voit que c'est des notions qui sont très importantes de comprendre et de maîtriser pour pouvoir régler votre appareil et savoir quels paramètres il faudra mettre dans quel cas.
afin de vous aider à jouer, entre guillemets, hors d'être dehors, enfin avant d'être dans la vraie vie, d'aller faire des photos et de ne pas savoir quels paramètres utiliser, vous pouvez utiliser des outils de simulation qui vous permettent de voir quels sont les impacts de chacun des paramètres sur la prise de vue finale. Donc des outils de simulation d'appareil photo, où vous voyez, voilà, vous avez une modèle, vous avez une photo, vous réglez la vitesse, vous réglez l'ouverture, vous verrez le temps d'exposition, et vous prenez votre photo, et ça vous permet de voir dans quel paramètre intervient comment sur la photo résultante. Un deuxième outil que je vais vous proposer, c'est un outil qui permet de bien voir et de mesurer la profondeur de champ en fonction des caractéristiques de votre appareil photo et de votre objectif. En fonction de votre focale, de votre ouverture, de la distance à votre sujet, ça vous permettra de voir globalement comment réagit la profondeur de champ. Donc j'avais fait un épisode il y a 1 an et demi, 2 ans sur ces simulateurs, je vous le remets ici, bloup bloup, ici. Voilà. Dans tous les cas, je le mettrai dans la playlist, donc vous le retrouverez. Et je pense que ces outils-là sont bien utiles pour se faire la main, bien comprendre, sans être dans la vraie vie, je dirais, à se poser la question. Bien évidemment, après, il va falloir faire des photos, essayer. Le pire que vous puissiez faire, c'est rater votre photo, avoir une photo floue ou pas nette là où vous voulez, ou trop sombre, ou pas assez sombre. Voilà. Donc dans tous les cas, faites des photos. Mais il est bien quand même, avant que vous ayez maîtrisé tous ces concepts-là, pour pouvoir comprendre si le résultat n'est pas ce que vous voulez, tout de suite, qu'est-ce qui influe dans l'exposition de votre photo. Ou sinon, vous allez galérer, et le risque, c'est que vous abandonniez la photo, ou pire, quelque part pour moi, c'est vous repassiez votre appareil photo en mode tout automatique où c'est lui qui gère tout. Et dans ce cas-là, on ne revient plus dans la logique de faire de la photo, mais faire des photos. Je vous rappelle à la notion que j'avais évoquée dans le premier épisode. Voilà, on a passé rapidement ces différentes techniques, ces éléments de base et qui pour moi sont nécessaires et indispensables et impératifs de connaître. Après, maintenant, à vous de voir. On verra dans le prochain épisode comment on règle son appareil photo sur un certain nombre d'éléments, mais notamment comment on règle pour gérer ce fameux temps d'exposition, cette fameuse ouverture, ces ISO, et quelques petites astuces associées. Donc, à suivre dans le prochain épisode. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à poser des commentaires, que vous soyez débutant ou que vous soyez photographe confirmé, ne serait-ce que pour partager vos conseils et votre expérience, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, je vous engage à vous abonner en cliquant ici, le Tipeee, le YouTube dans la description. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.